à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, pour la première interview qu'on tourne en 2022, je suis avec Mimi, a.k.a. Mimière. C'est ça. Je suis contente qu'on puisse faire cette interview parce que, alors, pour la petite histoire, nous, on s'était rencontrés il y a quelques mois. On avait fait un talk pour Instagram. Et c'est vrai que quand on avait fait ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que t'es vraiment focus mode. Pour le coup, oui. Et beaucoup sur Insta. Et t'es la première que je reçois qui est vraiment créatrice de contenu d'abord sur Insta et après sur YouTube. Ok. Donc, je suis très contente qu'on puisse faire ça ensemble. Contente T'étais aussi. pas mal demandée. Je t'avoue, depuis qu'on avait fait le talk sur Insta, les gens m'avaient dit « Mais dis donc, Mimi, ce serait cool que tu la reçoives. » Donc, on va pouvoir parler de mode, on va pouvoir parler de toute ta façon de consommer aussi la mode, parce qu'on en parlait un petit peu en off, il y a des vrais sujets aujourd'hui Bien sûr. Là-dessus. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton premier souvenir avec la mode? La première fois que tu as compris qu'on ne s'habillait pas que pour sortir, qu'on n'allait pas sortir tout nu, quoi, que ça pouvait être quelque chose d'un peu plus artistique. Moi, j'ai toujours été en fait un peu baignée dans cet univers de la mode par ma maman, qui est une grande fan de mode. J'ai également beaucoup de tantes. Enfin, j'ai une très grande famille des deux côtés, du côté de ma maman et de mon papa. Et ma maman a beaucoup de sœurs, toutes très coquettes. Et je pense que je ne me souviens pas d'un moment où c'était pas quelque chose d'important pour moi. Je les ai toujours vues s'habiller, adorer la mode, suivre les défilés, les magazines, etc. Donc, je dirais que c'est vraiment elle, ma mère et mes tantes qui m'ont transmis en fait cette passion. Et ta mère, elle t'habillait, quand t'étais petite, elle te faisait des petits looks, des petits trucs comme ça? Ah ouais, totalement. Ma maman, elle m'habillait tout le temps. Quand j'allais pas à l'école, etc. Parce que sur ça, ils étaient un peu plus stricts. Mais autrement, ouais, elle m'habillait vraiment comme une petite poupée. Il faut te dire que j'étais je suis la plus grande de la famille. Et j'étais très longtemps fille unique. Et même du côté de ses sœurs et tout, avec qui elle était très proche, j'étais un peu le premier petit enfant. Donc j'étais un peu la poupée de tout le monde quand j'étais petite. Et t'as des frères et sœurs, du coup? Oui, j'ai une petite sœur elle va m'engueuler, 15 ans. Ok. Et donc ça fait quand même une petite différence d'âge. d'âge. Toi, à quel âge, là? 27 ans. Ah oui, donc vous avez 12 ans d'écart. Ouais. Super, Alix. 27 moins 15, 12, effectivement. Tu te souviens quand elle est née? Est-ce que tu as le souvenir? Parce que, tu vois, par exemple, moi, j'ai une petite sœur qui a 2 ans moins que moi, donc je n'ai aucun souvenir de quand elle est arrivée. Mais est-ce que toi, tu as ces souvenirs-là? Tu as pu... Enfin, tu te souviens quand elle est née et tout? Ah oui, totalement. J'avais 12 ans. Donc, c'était pas vraiment quelque chose... auquel je m'attendais parce que j'ai toujours grandi fille unique et tout d'un coup j'avais une petite sœur, j'étais très contente et je me souviens totalement, j'avais eu le droit de pas aller à l'école ce jour-là, ce qui est très rare pour mes parents et j'étais là, on l'avait attendue, elle avait les yeux tout bleus, ce que je n'ai pas et je me souviens encore très bien, ouais. Mais alors t'as grandi en France ou en Belgique? Parce que moi j'ai souvenir d'un déménagement il y a pas très longtemps où t'as déménagé de la Belgique vers la France, mais est-ce que t'es née en France ou est-ce que t'es belge à la base? Alors, je suis née à Bruxelles. Ma maman est française et mon papa est belge. Okay. Donc, je suis née à Bruxelles et puis après, on a déménagé en Lorraine. Ma maman est originaire de Lorraine. Okay. Et j'ai fait tout mon collège, lycée en Lorraine. Donc, j'ai grandi entre les deux, mais je suis née à Bruxelles. Et à quel moment t'es repartie alors en Belgique? Longtemps après, donc j'ai fait mon bac en France, puis je suis partie faire 1 an à l'étranger, j'ai fait une année sabbatique, et puis après je suis revenue pour mes études supérieures, donc à 20 ans. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, t'as fait tout un cursus classique scolaire en France. En France, oui. J'ai fait un bac L. Et voilà. Ouais. Et tu te destinais à quoi comme métier quand t'as passé ton bac? Alors, pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Je devais faire droit. C'était quelque chose... Je faisais pas partie des élèves qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard. C'était droit et droit. Et donc, tu savais depuis longtemps déjà C'était un peu la voie qui m'était destinée, qui ne m'est pas destinée. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un attrait pour les matières littéraires et j'étais assez bonne élève. Donc, 1 + 1, directement, on te dit quand tu es assez bonne dans les matières littéraires, plus bonne élève, et on veut que tu fasses un peu des hautes études, c'est le droit qui se dessine. Donc, c'était ça qui était prévu. Et à 18 ans, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Après le bac, tu pars en études ou tu fais ton année sabbatique à ce moment-là? Je fais une année sabbatique. Ok. J'ai voulu... donc mes parents voulaient que je m'inscrive à la fac de droit. Donc je m'inscris et je n'y vais pas. Donc, et là, je décide que je voulais trouver ma voie. Donc je suis partie faire une année sabbatique à Dubaï. Avant que Dubaï soit ce que c'est maintenant, je précise. On sent que là, attention. Non, il n'y avait pas de français. Mais alors attends, pourquoi Dubaï à ce moment-là alors? Qu'est-ce qui t'attirait?
le hasard total. Ce qui m'attirait à Dubaï, rien. C'est juste que l'opportunité s'est proposée. Je voulais absolument voyager. Et je voulais travailler dans le voyage. C'était vraiment mon rêve. Et aussi, d'ailleurs, quand j'ai commencé Insta, c'était un petit peu la même chose. Et donc, du coup, j'ai voulu travailler dans l'hôtellerie. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen de travailler et voyager partout. Donc, j'ai fait un stage dans un hôtel, un stage en marketing, dans un hôtel à Dubaï, parce que j'avais eu une proposition de stage. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais attends, mais t'avais aucune expérience dans le marketing ? Non, j'avais aucune expérience. C'était vraiment un stage d'immersion, en fait. C'est un peu quand on fait des études en hôtel management, on a un stage la première année qui est un stage un peu global dans l'hôtellerie. Okay. Et donc, il m'avait proposé de le faire en fait avant pour ensuite continuer sur des études là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais faire le stage, chose que j'ai faite. Et après, je me suis rendu compte que l'hôtellerie, c'était pas fait pour moi, du coup. Pourquoi ? Parce que déjà, je bouge partout et que c'est un métier quand même assez rigide. Ouais. Et même au niveau de la mode, tout simplement, c'est vraiment un métier où, pour le coup, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Ah oui, là, tu t'éloignes. C'était petits chignons, petits costumes et tout. Donc, et puis, ça ne me correspondait pas trop. Et c'était quoi ton rôle, là ? J'assistais, en fait, l'équipe marketing, sales marketing, et j'étais stagiaire, donc on fait un peu toutes les tâches de stagiaire. Et en même temps, j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans tout le Moyen-Orient avec mon maître de stage, donc ça, c'était trop sympa. Donc, au bout d'un an, tu arrêtes, tu arrêtes de voyager, tu rentres. Est-ce que tu rentres parce que tu avais dit « Ok, je pars un an » et au bout d'un an, on voit ce qui se passe, ou est-ce que c'est parce que tu avais envie de rentrer et que tu avais un peu le mal du pays aussi Alors, ni l'un ni l'autre. J'étais partie et je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je me suis dit qu'après, peut-être, j'allais continuer sur des écoles, des études là-bas ou ailleurs. Mais en fait, entre-temps, j'ai un peu trouvé ma voie. Enfin, j'ai un peu cherché ma voie et j'ai trouvé ma voie. Et je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était du journalisme. Et donc, j'ai trouvé une école de journalisme en Belgique. Okay. Et donc, à distance, mon papa m'a aidé à m'inscrire, faire toutes les démarches et tout. Et quand j'ai été prise en septembre, je suis rentrée et j'ai commencé mes études. Et je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Comment tu trouves ta voie, là ? T'es à Dubaï, tu bosses dans l'hôtellerie. Comment est-ce que là, il y a le journalisme qui pop ? Il y a eu un événement, un truc pour que ça... Alors, en fait, c'était une idée qui avait vraiment mûri dans ma tête depuis un petit moment, parce que juste avant l'année-là, en fait, j'ai beaucoup voyagé à droite à gauche, parce que je me cherchais un peu. J'étais partie à Londres chez ma meilleure amie qui étudiait là-bas, et j'avais rencontré des gens qui travaillaient dans le journalisme là-bas. Et j'avais discuté avec eux déjà à l'époque, et je leur avais dit que j'étais passionnée par la mode, et que je savais pas trop ce que je voulais faire, que mes parents ils voyaient pas trop une carrière dans la mode, mais que voilà, et que j'étais intéressée par telle et telle chose. Et ils m'ont dit écoute, moi je te verrais très bien faire du journalisme. Après, tu peux te spécialiser dans ça ou autre chose. Et puis à Dubaï, cette idée a mûri. Je me suis rendu compte que ce que je pensais être pour moi, donc le voyage, etc., c'était pas vraiment ma voie. Et voilà, je me suis documentée, j'ai regardé des vidéos YouTube notamment, et je me suis dit ok, je vais me lancer là-dedans. Donc en fait, ça te permettait de faire de la mode tout en gardant aussi ce côté peut-être de légitimité du métier. Exactement. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'influence, c'est quand même quelque chose qui te traverse l'esprit ou pas du tout ? Alors, quand j'étais pendant mon année sabbatique, pas du tout. J'ai toujours suivi des blogs, des chaînes YouTube, etc. Donc, je suivais, je sais même pas si on appelait ça des influenceurs à l'époque, mais déjà les blogueuses, vraiment les premières un peu Instagrammeuses, Instagrammeurs. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas ça comme une voie ou un métier. Ouais, tu l'envisageais pas ? Non, pas du tout. C'était pas du tout un plan de carrière quand j'ai commencé mes études. Ok. Et alors, à quel moment tu passes de Mimi qui poste ses photos à Dubaï, en vacances, ou avec tes copines, tu vois, quand t'es en école, à je sens qu'il y a un petit truc à creuser quand même sur l'influence. Et un profil un peu plus pro. Je pense à ça parce que j'ai vu un moment dans ton contenu où tu as commencé à mettre des hashtags. Tu sais, les hashtags blogueurs, etc. Donc, quand tu commences à mettre ça, c'est que dans ta tête, tu vois, tu sais qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. En fait, ça a été un mix de deux choses. Donc, déjà, quand j'étais en école de com et de journalisme, j'ai fait des stages, notamment dans des agences de presse qui commençaient à travailler avec des influenceurs. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc à faire et j'ai commencé à comprendre que c'était un métier. Et d'un autre côté, il y avait donc mon chéri qui savait que j'étais passionnée. Enfin, oui, passionnée parce que je lisais énormément de blogs, je lui parlais, je lui expliquais plein de choses sur les filles qui ont commencé, notamment Garance Dorée, des choses comme ça. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est des anciennes blogueuses mode vraiment. Et il voyait en fait que j'avais un attrait, une passion pour ça. Et c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu le fais pas toi ? Tu regardes toute la journée des vidéos YouTube.
et tu parles tout le temps. Et donc, t'as une chambre, donc pourquoi tu fais pas une chaîne? Donc c'est un peu lui qui m'a planté la graine, on va dire. T'as poussé un peu à... c'est hyper intéressant de voir que... Enfin, que c'est ton... Je trouve ça cool d'ailleurs de voir que c'est ton chéri qui t'a poussé un peu comme ça. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Parce que c'est... J'allais poser une question, mais... J'allais dire c'est toujours le même, mais oui, du coup oui. Parce que comme j'avais moi j'entrechange d'année en année. Mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble alors? Ça fait 7 ans. Ah oui, donc longtemps. C'est vraiment genre ta première grosse relation. C'est mon premier copain. Oh, c'est trop mignon. Et aujourd'hui, il est encore dans ta vie pro comme ça, genre dans tous tes choix. Il m'aide à créer mon contenu. On a toujours fait les photos à deux. Il m'a aidé au tout début, c'est lui qui m'a aidé avec les montages vidéo, c'est lui qui m'avait expliqué tous les programmes parce qu'on était ensemble en école de journalisme. Ouais. Et donc lui savait un petit peu gérer les caméras, les montages vidéo, etc. Donc c'est même lui au tout début qui m'a un peu appris comment faire les bases. Et oui, aujourd'hui on travaille toujours ensemble, on fait encore tout ensemble. Le fait aussi que... Tu vois, lui, il a un travail fixe, plus salarié, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure? Parce que dans les métiers comme ça, où on est indépendant, ça peut faire peur aussi, tu vois, d'être indépendant. Est-ce que tu as eu cette peur, toi, de te lancer en tant qu'indépendante et de ne dépendre que de toi? Non, pas du tout. Jamais. Certainement aussi parce que mon père a toujours été indépendant. Il a toujours travaillé pour lui. Donc, j'ai toujours eu cet exemple. Dans ma famille, il y a énormément d'indépendants, de commerçants, etc. Donc, pour moi, ça a toujours été plus quelque chose de positif que de négatif et un peu un goal d'être indépendante. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est aussi plus facile d'oser de faire des métiers artistiques, pas que l'influence, tu vois, mais même des graphistes, des gens qui se lancent un peu comme ça en indé. Et quand dans ta famille, les gens sont fermés à ça, peut-être par peur aussi, tu vois, ça doit être plus difficile, en tout cas plus angoissant de se lancer. Ouais. Toi, t'as pas eu ce terrain-là dans ta famille? Ils étaient plutôt ouverts à ce que tu fasses ce métier, ou est-ce qu'ils ont quand même eu des petites angoisses? C'était tout nouveau, donc c'était pas évident pour eux au début de comprendre exactement ce que j'allais faire, quel était l'avenir là-dedans, comment j'allais gagner ma vie. Mais je pense que ça doit être le cas pour énormément de personnes qui font la même chose que moi. Au début, les parents, ils savent pas trop, ils sont pas forcément sur les réseaux, ou ils connaissent pas forcément le métier d'influenceur. Je pense que là, maintenant, ces 2 dernières années, on en parle énormément à la télé, etc., grâce à plein d'influenceurs qui ont rendu ça un peu plus mainstream. Mais quand j'ai commencé, ils avaient un petit peu peur. Je suis quand même passée de « je vous promets de faire des études de droit » à « je vais gagner ma vie en faisant des vidéos dans ma chambre ». Il y a eu un petit moment d'adaptation. Mais alors, est-ce que tu termines tes études? Là, tu as un diplôme ou pas? Oui, j'ai un diplôme en journalisme. J'ai un diplôme en journalisme d'une école belge qui s'appelle l'IEX. Ok, voilà, s'il y a des gens de l'IEX. Donc toi, tu as ton diplôme, et c'est quand tu as eu ton diplôme que tu as décidé de te consacrer à plein temps à l'influence? Oui, quand j'ai terminé mes études, c'est là où je me suis dit, je vais tenter de continuer là-dedans. J'avais déjà commencé un petit peu ma chaîne YouTube. Elle venait de commencer et je me suis dit, pourquoi pas? Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien intégrée justement dans ce milieu? Parce que tu es arrivée... En fait, moi, je t'ai vue arriver, genre, personne ne soupçonnait rien. Tu vois, tout le monde était en place et tout. Et d'un seul coup, t'es arrivée comme ça. Le fait d'arriver à Paris, ça a dû aussi faire monter tes réseaux. Comment t'es arrivée dans ce milieu où toutes les filles étaient déjà très implantées, où il y avait des groupes? Est-ce que tu as réussi à bien t'intégrer, ou au début, ça a été un peu difficile? Non, en fait, les filles avec qui je m'entends bien encore aujourd'hui, ça fait 1 an. Oui, mais tu vois, ça fait un an. Ça fait 1 an. Ouais. Mais les filles avec qui je m'entends bien, je les connaissais déjà quand je vivais en Belgique. Ça a toujours été des filles que j'ai connues à peu près depuis le début. Donc j'avais déjà quelques copines ici et je faisais toujours les allers-retours. En fait, je vivais en Belgique, mais j'étais toujours à Paris, que ce soit pour les événements, pour les tournages, etc. Donc je connaissais déjà les influenceurs ici. C'est qui tes copines sur les réseaux, les gens avec qui tu es le plus souvent? Avec qui je suis le plus souvent Chloé, Alison, Carla, Léna. Ok. Voilà. Ouais. Et tu trouves qu'il y a une sorte de sororité? Il n'y a pas tellement de... des garçons, il y en a un petit peu ou pas dans tes cercles avec qui tu es souvent? Pas tellement, j'ai l'impression que c'est surtout des filles, même pour les voyages presse et tout. Comme je fais de la mode et que c'est souvent des marques... Accès mode, ça va être mode féminine. Donc oui, c'est vrai souvent genré, en général, en fait. C'est très genré, donc c'est très séparé. J'ai l'impression que
J'ai l'impression que même les influenceurs plus beauté, make-up, etc., c'est plus mélangé. C'est vrai que nous, c'est rare qu'on soit mélangé avec des garçons, ou alors ça va être les copains des copines. Les plus sains, à chaque fois, vous ramenez vos mecs. Les plus sains, ou les filles qui ont des copains qui sont aussi influenceurs. Mais non, il y a des garçons avec qui je m'entends bien. Johan, par exemple, que tu as reçu il n'y a pas très longtemps, je l'adore. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas très souvent sur des événements ou sur des voyages presse. Mais ton regard sur le milieu de l'influence, tu trouves qu'il y a une bonne entente entre les gens? Parce que, tu vois, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, c'est peut-être... Il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est un peu fauculant, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Est-ce que toi, tu le perçois ou pas? Ou tu as plutôt une bonne expérience et tu as le droit d'avoir une très bonne expérience? C'est ça, c'est que moi, pour le moment, je la cherche, j'ai une bonne expérience. J'ai eu que des gens super bienveillants depuis le début. Et je dirais même des gens qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont mis en avant même sans que je le demande, ou qui m'ont toujours soutenue, que ce soit quand j'ai dû lancer des co-créations ou des petits projets. J'ai vraiment eu des bonnes expériences et des gens super bienveillants. Donc j'espère que ça ne va pas changer. Et j'espère que dans un an, je ne te dirai pas le contraire. Tu connaissais déjà des gens avant de faire le métier d'influenceur? Tu vois, qui auraient pu te donner des conseils avant pour step up un peu sur les réseaux, des petits trucs Non, pas du tout. Je connaissais pas de... Je dis pas de bêtises, non. Je connaissais pas d'influenceuses ou d'influenceurs avant de faire ce métier. Je les suivais de loin, mais je les connaissais pas personnellement. Oui, donc c'est cool parce que c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, on peut encore arriver à pop sur les réseaux. Totalement. Pour toi, c'est possible. Aujourd'hui, qu'une fille ou un garçon qui a envie de monter son compte Insta, c'est pas trop bouché. Ah non, totalement. Que ce soit sur Insta, sur TikTok, qui est une plateforme aussi géniale pour les petits créateurs, enfin petits, qui commencent, quoi. Je pense qu'on peut totalement commencer maintenant. Je vois encore plein de filles sur YouTube qui arrivent, qui ont des chaînes toutes nouvelles, qui débarquent, alors que YouTube, c'est plus vraiment connu comme étant le réseau sur lequel on peut commencer de rien. Et je pense que totalement, tout le monde a sa place. Et puis, on va tous vieillir à un moment donné, donc c'est sûr qu'il y aura des nouveaux ou avoir un contenu jeunes, qui se différencie peut-être un petit peu. Oui, qui se différencie. Moi, je pars du principe que tout le monde se différencie par sa personnalité. On est tous différents. Même si tu peux avoir deux filles qui ont exactement les mêmes inspirations, le même style, ce sera pas la même personne. Donc, il y aura toujours un intérêt à suivre une fille et une autre, une fille et un garçon. Je suis pas dans cette idée. Je pense pas que c'est bouché. Par exemple, dans la mode, tout le monde fait des looks. Donc, toi, tu peux pas venir avec ton look. Mais non, tu vas porter ton look à ta manière et... Oui, à ta manière, il est important parce que il y a aussi... alors, je ne sais pas vraiment si dans la mode, mais est-ce qu'il y a du plagiat ou pas? Oui, bien sûr. Après, tu sais, sur les réseaux, je dirais que la ligne, elle est fine entre l'inspiration et le plagiat. Tout le monde s'inspire un peu de tout le monde, mais c'est aussi la beauté des... C'est peut-être... Il y a un côté négatif et un côté positif. Nous-mêmes, quand on fait ce qu'on fait, quand on poste nos looks... c'est sûr que c'est dans le but aussi d'inspirer. Et moi, j'en vois plein des filles. Je te parle pas d'influenceuses là, mais je te parle de filles qui me suivent, qui m'envoient. J'ai refait ton look, qui m'envoient les petites photos, qui me taguent sur les stories. Je trouve ça trop sympa. Donc il y a du plagiat certainement, il y a de l'inspiration aussi, un peu des deux. Oui, parce que tu vas voir, par exemple, dans un contenu, une fille qui fait une pose. Tu te dis cette pose, elle est trop stylée, et toi, tu peux la refaire, mais à ta manière, sans que ce soit bien plagié. Ah oui, bien sûr. Moi, par exemple, je suis beaucoup sur Pinterest. Il y a plein d'inspirations. J'ai des tableaux avec des inspirations, des filles qui m'inspirent pour leur look, des filles qui m'inspirent pour leurs cheveux, pour leur pose, pour leur intérieur. Ça fait partie de ton taf aussi. De faire de la veille comme ça. Oui, totalement. Pour trouver des inspi, parce que les inspi, tu les trouves aussi en checkant ailleurs. Donc tu fais quoi? Tu fais des tableaux Pinterest Comment tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment, dans ton emploi du temps, tu as, je sais pas, lundi, entre 10h et 12h, Pinterest et faire de la veille? Non, j'ai pas comme ça dans mon emploi du temps parce que je suis tout le temps dessus, malheureusement pour mon temps d'écran. Mais c'est vrai que je le fais souvent. Je le faisais encore plus quand j'étais sur YouTube parce que tu sais, je faisais des vidéos sur les tendances. Donc, je passais énormément de temps à chercher les photos pour illustrer les tendances et aussi à un petit peu regarder ce qui se passait, ce qui allait se passer pour essayer de vraiment apporter l'information en avance sur tout ça. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je le faisais encore plus et c'était plus cadré. J'allais faire un tableau par vidéo, par exemple. Maintenant, c'est plus des tableaux d'inspiration. Voilà ce que j'aime bien pour l'automne-hiver. Puis j'utilise énormément aussi Pinterest pour tout ce qui est la création des collections que je fais en co-création, etc. Donc, mais c'est pas j'ai pas
une plage horaire fixe D'accord, de Pinterest. oui, c'est vraiment genre, tu fais tes petits trucs en privé et puis comme ça, après, tu peux repiocher pour faire ton propre contenu, en fait, en mixant. Mais alors, qu'est-ce qui différencie ton contenu, selon toi, d'un autre contenu mode sur Insta ou même sur YouTube? Vraiment, quand on arrive sur ta page, on se dit, OK, ça, c'est Mimi. Est-ce que c'est ton but, ça, d'ailleurs? D'être identifiable, tu vois, juste au post, que les gens, sans même avoir le pseudo, identifient ton style? Non, pas spécialement. Je veux que les gens, quand ils viennent sur ma page, ils se sentent inspirés, qu'ils puissent s'évader, voilà, que ce soit un petit moment de divertissement et de joie dans leur journée pour les filles qui sont aussi passionnées de mode. Et que oui, si elles veulent s'inspirer de mon style, regarder les tenues, etc. Mais je ne suis pas spécialement dans le jeu d'ego de me dire il faut que ce soit Mimi, brandé. Mais je pense que naturellement... Le feed, tu attaches de l'importance à ton feed, du coup, ou pas? J'essaye. C'est un grand sujet des Instagrammeuses, on va dire. J'essaye. Mais en même temps, mon contenu est assez spontané malgré tout. C'est-à-dire que je shoot tous les jours un petit peu mes looks dans l'endroit où je me trouve. Donc, comme j'ai quand même un style à moi, dans le sens où je porte certaines couleurs et je shoot beaucoup à Paris avec certains arrière-plans, il y a une unicité, mais ça reste quand même trop spontané. Je passe pas assez de temps, je pense, sur mon feed pour avoir vraiment le feed ultra léché avec la petite photo. Le truc. Mais je mixe. On peut demander aux gens là qui nous regardent. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que pour vous le feed c'est important? C'est un truc que je demande souvent, tu vois, à mes abonnés, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vraiment il n'y a que nous qui nous préoccupons du feed. Totalement. Enfin, tu vois, tant que ça reste, on est d'accord, tant que ça reste propre, clean, parce que c'est quand même ton petit travail, donc effectivement, il faut quand même que ça reste un peu cohérent. En tout cas, avec ce que tu fais. Mais j'ai l'impression, et dites-nous dans les commentaires, que les gens finalement ils regardent peu les feeds parce que tu sais, ils scrollent et ils se rendent pas compte de savoir si la photo elle match avec celle à côté, avec celle, tu vois. Non, moi je pense pas parce que moi quand je consomme Instagram, je regarde la photo, je scrolle, j'adore son look, j'adore son style, son moment, trop mignonne la petite photo. Mais je suis pas en train de regarder dans mon feed comment est le feed de tel ou tel. Mais c'est vrai que parfois, quand tu tombes sur un compte de quelqu'un de très inspirant, tu vas voir son feed, tu vois un univers, c'est aussi sympa, t'es un peu transporté. Natasha Bird, tu vois, typiquement, Natasha Bird, je sais pas si tu la connais, c'est une artiste, c'est magnifique, faudra que tu ailles voir, c'est vraiment, tu vois, en chaque photo, il y a un bout de couleur là qui va se retrouver là. Mais là, je pense que ça va au-delà de... Tu sais, de ton petit truc, là, la petite appli, là, tu sais, Unum, ou je sais pas quoi, où tu mets ton feed comme ça. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez faire ça. C'est un organisateur de feed, c'est fantastique. Tu parlais de un petit peu la composition de ton feed, donc shooter dans des lieux parisiens avec des couleurs. C'est quoi, vraiment, concrètement, comment ça se matérialise? Est-ce qu'il y a des matériaux que tu préconises pour ton feed? Est-ce qu'il y a des couleurs que tu ne portes jamais? Au contraire, des couleurs que tu portes très régulièrement? Comment tu fais ton style, en fait? Moi, j'ai un style assez minimaliste quand même, donc c'est vrai que je porte pas énormément de couleurs. J'essaye de sortir de ma zone de confort de temps en temps et apporter un petit peu des touches de couleurs. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous voyez. Je suis totalement pas dans ma zone de confort. Non, mais donc oui, on va retrouver déjà un petit peu des couleurs neutres dans mes tenues. Et puis après, c'est vrai que Paris, il y a quand même certaines couleurs qui reviennent souvent, le beige, les portes noires, etc. L'architecture haussmannienne. On la retrouve, donc ça fait un feed malgré moi, on va dire. Tu penses que tu renvoies quelle image sur les réseaux? Quelqu'un qui arrive sur ton feed, qui ne te connaît pas, qui n'a pas vu cette interview, donc tu vois, qui t'a jamais vu parler, etc. Juste, il arrive sur ton feed, il regarde tes stories, il regarde ton feed. Qu'est-ce que tu penses que la personne va se dire? C'est une bonne question, je me pose souvent la question. Qu'est-ce que se disent les gens quand ils tombent sur mon compte? Je pense que mon contenu Instagram est très léché quand même, donc je pense que tu vois, ça va direct apporter une image un petit peu peut-être plus distante, plus... oui, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas comment je pense que, tu vois, il y a cet aspect, je pense surtout sur la mode, où c'est très pointu. C'est ça. Il y a peut-être cet aspect un peu... où c'est moins lifestyle, tu vois. Donc, puis tu ne parles pas en story. Non, c'est un choix de ta part, ça, de faire que de la photo en story ou de la petite vidéo? Écoute, c'est hyper contradictoire parce que j'ai commencé sur YouTube, où je parlais énormément, tout le temps, toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. Et quand j'ai arrêté YouTube et que je me suis plus concentrée sur Insta, c'est vrai que j'ai jamais eu cette facilité à parler sur Insta, en story, comme je l'ai sur YouTube, où je peux te faire un fast cam de 20, 30, là, je sais pas combien de temps on va faire, 45 minutes, où elle ne se tait pas. Mais c'est pas voulu, c'est juste que
La photo, ça va m'inspirer sur Instagram, donc c'est vrai que je prends un peu des photos toute la journée, je vais prendre mes petits looks, etc. Mais ça me ressemble moins d'aller raconter ma vie en story, en facecam. C'est quelque chose que je ne fais pas naturellement. J'ai pas le réflexe. Mais peut-être aussi que ton audience n'est pas forcément friande de ça. Parce que les gens qui te suivent quand même beaucoup pour de l'inspiration mode. Ou tu vois, peut-être que si tu racontais trop ta vie, ils diraient « Écoute, ma grande, t'es gentille, mais balance le lien du pantalon. » Oui, exactement. Ça m'arrive très souvent, d'ailleurs. C'est vrai, t'as des gens qui te disent ça, genre... Non, personne me dit qu'on s'en fout de ta vie. On me dit juste « Balance le lien du pantalon. » Donc, non, ouais, mais je sais pas. Écoute, dites-moi si vous voulez que je parle. Dites-nous quelle image vous avez eue la première fois que vous avez vu le feed Insta de Mimi. Ou même si là, vous la découvrez. Genre, allez voir son feed et dites-nous qu'est-ce que ça vous inspire, quoi. Ouais. Toi, t'as quelle image de toi? De moi sur les réseaux ou de non, moi... Non, de toi, de Mélissa. De moi... Pas Mimi, Mélissa. Mélissa. Mimi. Après, Mimi, c'est mon vrai surnom dans la vraie vie aussi, donc c'est aussi un peu moi. Bah écoute, je pense que l'image que j'ai de moi-même n'est pas forcément celle qui est reflétée justement sur mon Instagram et sur ma chaîne, parce que moi, je pense que dans la vraie vie, je suis une fille assez rigolote. J'aime bien rigoler et j'aime bien les gens marrants et pas de prise de tête. Comme je t'ai dit, je parle beaucoup. En fait, j'aimerais bien, dans la vraie vie, être cette fille mystérieuse d'Instagram, mais je ne le suis pas du tout. Je suis pas, si t'es avec moi dans une pièce, en soirée ou autre, je ne suis pas la fille mystérieuse, malheureusement. Je suis la fille qui parle partout, qui danse, pas de mystère. Mais donc, pas forcément malheureusement. Moi, je trouve ça cool de dire que tu vois, t'es hyper solaire, hyper joviale. C'est cool, tu vois. Ouais, j'adore. Je pense que dans une autre vie, j'aurais été podcasteuse humour. Mais je pense que j'aurais fait un flop, donc je vais rester au look. Mais non, mais... Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, au contraire, utilisent les réseaux sociaux comme plateforme d'expression qui vont être très timides. Et toi, c'est plutôt l'inverse. Les réseaux sociaux, c'est vraiment... en fait, c'est presque de l'art. La façon dont tu consommes et dont tu crées, en fait, c'est vraiment une infime partie, quoi. C'est ça, c'est que moi, j'ai décidé de me concentrer à un moment donné sur la mode. Et c'est aussi ce que beaucoup de mes abonnés attendaient. Et c'est vrai que quand tu montres tes looks, t'es pas forcément obligé d'être là à raconter des bêtises toute la journée. Donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que sur YouTube, par exemple, quand je faisais mes vidéos, on voyait un peu plus de ma personnalité, de la vraie Mimi, entre guillemets. Ou même avec ton chéri, quand t'es avec lui, ça te permet de faire d'avoir quelqu'un à côté de toi. Totalement. Là, je repense, t'as fait je sais plus si c'est sur TikTok ou t'as dû le reposter en reel, où vous mangez. Qu'est-ce que c'était, un truc de Cédric Grolen, l'orange, la clémentine. Je l'embarque toujours dans mes délires. J'adore regarder. En fait, j'ai une grosse addiction à TikTok. C'est très grave. J'adore ce réseau. Alors que beaucoup de filles un peu Instagrammeuses, plus, tu vois, mode, comme ça, qui sont pas forcément la génération TikTok, même si je me considère la génération TikTok, sont contre. Mais moi, je suis accro. Et je sais pas pourquoi, dites-moi pourquoi, mais dans ma For You page, il y a que des gens qui mangent. Et j'adore ça. Donc j'ai dit à Elio, mais moi aussi, je vais manger un truc. Donc on a mangé la mandarine. Et alors, succès ou pas de cette mandarine? Succès de cette mandarine, écoute, c'était très bon. C'était une expérience. Mais est-ce que tu te lancerais pas dans des dégustations? Des dégustations, mais écoute, totalement. Changement de feed. Changement de 2022. 2022, ouf, ça fait mal. 2022, dès qu'on lance une... Mais alors, est-ce que tu aimerais bien pusher un peu cette facette de ta personnalité, tu vois? Ou c'est pas un objectif et tu préfères que sur Insta, ça reste très carré, très lisse presque, tu vois? Non, je pense que ce que j'aimerais bien que les gens voient un peu plus de ma personnalité. Je sais pas si forcément sur Insta, c'est le meilleur réseau pour le faire, parce que ça reste de la photo, ça reste quand même un moment de vie un petit peu léché que tu vas montrer, et ça me dérange pas, parce que j'aime bien aussi le beau, tout simplement. Mais après, pourquoi pas sur d'autres réseaux, que ce soit TikTok ou reprendre des vidéos YouTube ou des choses comme ça, où on va un peu plus voir de moi. The real Mimi. The real, ouais. Est-ce que tu as confiance en toi? C'est une bonne question. Je pense que, comme tout le monde, il y a des choses sur lesquelles j'ai confiance en moi et des choses sur lesquelles j'ai un peu moins confiance en moi. Je pense que pour tout ce qui est physique, comme on fait un métier d'image, moi, je trouve que c'est très difficile d'avoir des boosts de confiance en soi en étant sur les réseaux. Je pense que beaucoup de gens pensent
qu'on est sur les réseaux et que comme on a des likes, des commentaires, des machins, on a encore plus confiance en nous, alors que ça va être plutôt le contraire, que comme je dis souvent, notamment quand tu fais du fast cam, enfin, tu vois, quand tu fais du YouTube, etc., tu vas faire un montage des heures et des heures et des heures où tu vas regarder ta tête bouger, ou ton corps bouger quand je faisais des hauls, etc. Tu vois, tu vas pas voir que le positif. T'es fixé sur, tu vois, si t'as un petit truc que t'avais jamais vu. T'as vu, j'ai vu des choses sur mon visage que j'avais jamais vu de ma vie avant. Tu as vu ou on t'a fait remarquer? Non, écoute, ma communauté a toujours été très bienveillante de ce côté-là. C'est plus moi, parce que t'as les yeux comme ça sur ton ordinateur, au bout de quelques heures, je sais pas ce qui se passe, mais tu te dis, en fait, mon œil, il est pas un peu plus haut, le droit, le gauche? Ne me regardez pas maintenant. mais voilà, je dirais moins. Et puis voilà, sur Instagram, c'est des photos, c'est des filles parfaites à longueur de journée que tu vois, le corps parfait, les cheveux parfaits, la vie parfaite, les ongles, le sourcil il est droit. Enfin. Ça a eu un impact, ça, à un moment sur toi ou pas? Ou t'arrives à t'en détacher quand même? J'essaye de m'en détacher le plus possible. Après, je dirais pas que je fais pas attention à ça et que j'ai pas des moments où, quand tu te compares, tu te dis, en fait, peut-être que je suis pas assez ceci ou pas assez cela. Est-ce que ton chéri peut t'aider dans ces cas-là? Ah oui, totalement. Mais lui, il voit ça. Parfois, quand je lui montre, je dis, regarde elle, comment elle est et tout. Il me dit, c'est quand même fou à quel point toi, tu sais tout ce qu'il y a derrière une photo et que tu n'arrives pas à le voir chez quelqu'un d'autre, que c'est son meilleur angle, qu'il y a eu 350 photos qu'il y a eu, avec le chéri comme ça. Tu vois, c'est exactement ça. C'est que tu vois un moment et que tu te dis toi-même, tu sais qu'il y a de l'effort derrière, mais quand tu vois chez les autres, c'est tellement naturel. Et moi, je vois totalement l'illusion qu'il y a parfois sur les réseaux. Et c'est très important. Par exemple, j'en parle beaucoup avec ma petite sœur, qui a 15 ans, qui suit toutes les filles, tu sais, les Américaines très belles, les Madison Beer, etc. Elle est parfaite et tout. Et je suis toujours là à lui dire, mais écoute, regarde, tout ce qu'il y a derrière une photo, moi, je peux te le dire, je le fais. Il ne faut pas te comparer à des filles comme ça, ou des filles qui ont, elle a 15 ans, qui vont avoir 17 ans, et qui vont ressembler, qui font plus 27 ans que moi, tu vois. Donc, j'essaie de la mettre en garde par rapport à tout ça. Mais au-delà d'Insta, il y a toute cette problématique, entre guillemets, même d'hypersexualisation, tu vois, il y a beaucoup dans les séries où les acteurs vont jouer des rôles de gamins, de jeunes, qui ont 15-16 ans, mais en réalité, ils ont 30 ans, et puis une fois qu'on retire la tenue de collégien, le maquillage et tout, tu vois, c'est... Totalement. Quand tu vois Gossip Girl à l'époque, c'était aussi des adultes qui jouaient des enfants. Ouais. Moi, j'étais fan de Blair, Serena, tu vois, des filles, elles ont 16 ans, mais en fait, elles en ont le double. Ou même, hier, je regardais Euphoria. Ouais. Celle qui joue Maddie dans Euphoria, qui est censée être une ado, si je dis pas de bêtises, de 16 ans, elle a 30 ans, en fait, dans la vraie vie. Donc, c'est vrai que ça donne des standards... Et ta petite sœur, elle pense quoi de ce que tu fais? Est-ce qu'elle est fière d'avoir une sœur qui est un peu... Je pense qu'elle est fière. Elle le dit pas? Elle le dit pas. Elle est très contente de tous les vêtements qu'elle peut récupérer, et toutes les paires de baskets, etc. Je pense qu'elle est contente. Après, elle est pas non plus... elle est pas fan non plus. Elle est pas... tu restes sa sœur, en fait. Oh, totalement. Je pense que, tu sais... Totalement. C'est la première à me faire des reality checks en me disant ça, c'est pas ouf. Ça, c'est un peu vieillot. Maintenant, c'est plus comme ça qu'on fait. Sur TikTok, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les gens pour les transitions et tout. C'est ça. Ouais. Celle qui m'a appris à utiliser TikTok quand je me suis inscrite au premier confinement. Elle m'a montré c'est comme ci, c'est comme ça. Ça, c'est les meufs cool. Et justement, est-ce que tu as des garde-fous un peu, tu vois, qui peuvent checker ton contenu et te dire ça c'est bien, ça... Ou quand tu postes ta photo, tu postes et tu ne demandes pas? Ou est-ce que tu demandes par exemple à ton mec avant de poster qu'est-ce que tu penses? Plutôt photo 1 ou photo 2? Je lui demande plutôt photo 1 pour plutôt photo 2. Il n'est pas fan de cette question. Il est plutôt photo que toi tu aimes bien. Oui. Donc, et on mange quoi ce soir? Écoute, celle que tu aimes bien. Une ou deux. Celle-ci, il va essayer de deviner celle que moi je préfère pour donner la même réponse pour que je sois... Mais en général, non. Il n'y a personne vraiment qui double-check mon contenu ou qui me dit une fois que c'est posté, c'est posté. Donc, Et c'est important d'avoir justement ce regard de ton mec qui te connaît depuis longtemps sur ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu sais, il y a quand même tout ce truc de médiatisation où on en parle souvent là dans le clic, mais où parfois on peut un peu prendre la grosse tête parce que on nous met hyper bien dans plein de situations. T'es invité dans des très beaux voyages presse, t'as beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses. Est-ce que lui a ce rôle aussi, tu vois, pour toi, de personne ancrée dans la réalité pour t'aider, tu vois, à rester bien la tête sur les épaules? Totalement. Lui, il n'est pas du tout dans... Alors, autant il a commencé avec moi depuis le début, mais il n'est pas du tout dans tout ce monde des réseaux. Il est très content pour moi et il est très
fier, je pense, de ce que je fais, mais ça lui monte pas du tout la tête. C'est pas du tout quelqu'un qui rêve de strass et paillettes et de choses comme ça. Donc, il me connaissait avant et je suis toujours la même personne. C'est pas parce qu'on a une page Instagram qu'on change du jour au lendemain. Enfin, j'espère pas. Et du coup, ça a rien changé en fait pour lui. On a toujours nos mêmes délires à deux qui sont pas. Il t'aide un peu pour faire les photos? Oui, c'est lui qui fait toutes mes photos. Ah, ça, c'est un super Instagram boyfriend. Ouais, c'est lui qui fait toutes mes photos, donc, et heureusement, il aime bien. Donc, Il se débrouille pas trop mal pour check tous ces trucs et tout. Je trouve que c'est bien, c'est propre, c'est carré. Bah écoute, on évolue ensemble, on se partage nos inspi, il me donne des petites idées, donc voilà. Puis après, il y a les shoots un peu plus produits, quand c'est par exemple pour des collabs. Genre là, il y a, à l'heure où on filme cette vidéo, normalement, le drop 3 de ta collab avec Naked est sorti. Je vous mettrai dans la barre d'infos si c'est sorti. Là, pour le coup, c'est pas lui qui shoot, c'est vraiment une équipe. Enfin, il y a une vraie DA autour. Oui, alors on shoot, par exemple pour Naked, on shoot à l'iPhone quand même, parce que c'est un choix qu'on a fait ensemble avec la marque, parce que je trouve que c'est beaucoup plus cohérent sur Instagram. Je veux que ça reste quand même du contenu accessible. Je pense que je suis pas une grande fan des shootings professionnels, photographes, etc., parce que je trouve pas vraiment que c'est l'essence de ce qu'on fait. Tu vois, je suis pas mannequin, c'est pas mon boulot, et c'est pas forcément ce que je préfère faire. Et peut-être que les filles aussi peuvent moins s'identifier, tu vois. Oui, je pense qu'elles peuvent certainement moins s'identifier, parce que moi-même, ça me ressemble moins. C'est pas ce que je leur montre tous les jours. Et j'espère qu'elles m'ont pas suivie parce que je suis une mannequin. Elles m'ont suivie parce que je leur partageais mes conseils mode, parce que peut-être qu'elles aiment bien comment je m'habille, mais elles m'ont pas suivie pour me voir faire des photoshoots tous les jours. Je pense que voilà, il y a des filles dont c'est le métier qu'elles peuvent suivre pour ça. Donc ce shoot, il a été fait 100% à l'iPhone. 100% à l'iPhone. Et on a shooté à Paris dans des conditions en fait habituelles de ce que je fais avec mon chéri, sauf que bien sûr il y a toute une DA derrière, vu qu'on a essayé de mettre les vêtements en avant dans des moments de vie qui se rapprochent de en fait comment je les porterais. Mais comme c'est une collection qui se pour tout le monde, pour porter tous les jours, c'est pas des robes de soirée pour aller dans des soirées très exclusives, c'est des vêtements à porter tous les jours, que ce soit pour les cours ou pour le boulot. Je voulais que ça se reflète en fait dans le contenu qu'on va faire et que les filles voient directement les vêtements, les filles ou les garçons voient directement les vêtements et se disent ok, elle le porte pour aller à la boulangerie, pour aller prendre un petit café au jardin des Tuileries. D'accord, on voit un peu le mood du shooting. Tu vois un peu le mood du shooting. D'ici là, il sera déjà sorti, donc on spoil rien. D'accord, je sens qu'il y aura une petite photo croissant ou quelque chose comme ça, quoi. Pas de croissant cette fois. Ah, pas de croissant. Et là, après un an à Paris, on arrête. Oui, à un moment donné, une surconsommation de croissants. C'est ça. Et comment ça se passe, ce genre de collab? Est-ce qu'on te donne un catalogue de pièces, tu sélectionnes tes préférées, ou est-ce que c'est vraiment des pièces exclues pour toi? Comment ça fonctionne, ça? Alors, c'est pas du tout un catalogue, je sais que certains le pensent, mais c'est pas du tout comme ça. En fait, on me donne une designeuse qui est attitrée à moi, donc une créatrice. Et alors, on va travailler ensemble, parce qu'ils n'attendent pas de nous qu'on sache faire des dessins. Oui. On va travailler ensemble sur nos inspirations. Donc, je vais lui faire encore une fois sur Pinterest. Je vais lui faire donc là, tout l'intérêt de notre petit tableau Pinterest. Voilà, je vais lui faire des boards avec les matières qui m'intéressent, les imprimés qui vont m'intéresser, des idées de coupe, etc. Et puis après, de tout ça, elle dessine une collection. Donc là, je pense qu'on a 30 et quelques pièces. Elle va dessiner une 50aine de pièces. Et après, on va faire un échange. On va se fixer sur quelques coloris, sur les matières. Moi, j'essaie toujours d'utiliser des matières qui sont sustainable, parce qu'ils sont toute une partie un petit peu avec des matières recyclées. Donc, ça limite un petit peu les matières que j'utilise pour la collection. Mais donc, on va travailler avec ça, les couleurs possibles. Et puis après, c'est comme ça qu'on dessine vraiment toute la collection. Ok, d'accord. Ah, mais je pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, tu vois. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait une sorte de catalogue, un peu comme quand t'es petite, tu fais ta liste au Père Noël, genre, tu sais que non, pas du tout. C'est vraiment, on a tout ça, ils nous donnent tout au fur et à mesure. C'est vraiment des dessins, et au fur et à mesure, on choisit, on enlève des pièces, on garde des pièces, et on en fait les collections. 1 an à l'avance. Ah oui, donc là, ça fait un paquet de temps que t'es là-dessus, alors. Ah ouais, quand j'ai shooté, il y avait des pièces que j'avais oubliées. Je dis, mais j'avais pas, moi. C'est de moi, celle-ci. C'est de moi, ça, vous êtes sûr? Et j'ai vu récemment là que t'avais posté un contenu en collab avec Dior. Ouais. Ça, madame, c'est quand même de la belle collaboration. Ouais, j'étais très contente de cette collaboration. C'était pour leur nouveau sac, ouais. Donc voilà, c'était très sympa. Ouais. Mais alors, pourquoi est-ce que des marques comme Dior se positionnent sur le secteur de l'influence? Sachant que, tu vois, des marques comme Naked, à la limite,
Je le comprends un petit peu mieux, en ce sens que c'est des marques qui sont beaucoup faites sur les réseaux, qui vont peut-être payer de la pub télé, etc., mais qui n'ont pas une renommée comme Dior, qui a une renommée quand même très luxe et très niche aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils s'appuient sur des influenceurs, selon toi? Je pense que dans tous les secteurs de la mode, c'est devenu un peu une évidence. Ils savent que c'est là où tout se passe. En fait, moi, je crois vraiment, alors que j'ai fait des études de journalisme, je pense vraiment que le pouvoir a un petit peu shifté de la presse écrite vers les influenceurs. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Je pense que ça a vraiment shifté d'un côté à un autre et on voit que c'est une plateforme très importante pour les ventes. Ouais. Peut-être qu'eux ne visent pas forcément les ventes, mais même pour l'image, tu sais, il y a toujours eu Parce que, par exemple, tu vas avoir des marques de luxe qui vont prêter des articles à des influenceuses pour faire des looks, pour mettre les marques en avant de manière un peu plus discrète, mais c'est quelque chose qui se faisait déjà dans la presse écrite. Quand il y avait des éditos, c'est les stylistes qui empruntaient des pièces dans à telle et telle créatrice, voilà, dans les maisons de presse, et elles allaient shooter pour les éditos, puis elles les rendaient. Et en fait, c'est exactement le même système qui se passe, mais avec les influenceurs, les créateurs de contenu, sur tous les réseaux, et tout simplement parce que l'audience est là. Parce que les magazines, malheureusement, ne sont plus aussi lus qu'avant et qu'ils vont chercher, en fait, là où l'audience se trouve. Et c'est plus aussi jeune qu'on le pense non plus. C'est pas que des enfants de 14 ans qui sont sur les réseaux. Il y a des vrais consommateurs, des gens qui veulent acheter du luxe, qui sont intéressés par toutes ces maisons. Donc, pour moi, c'est évident, en fait, qui travaillent avec des influenceurs. Quand on a vu, par exemple, Dior, qui a travaillé énormément avec Léna, pour moi, c'est une évidence. Oui. C'est juste, c'est comme ça, en fait. Oui, puis ça fonctionne. Enfin, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça a ça a un retentissement quand même sur les réseaux. Bien sûr. Et tu vois, même moi, en tant que consommatrice, tu sais, en tant qu'abonnée, genre quand j'ai vu en collab avec Dior, j'ai fait ça c'est quand même une belle collab, quoi. Quand tu reçois ça dans ta boîte mail, t'es quand même contente, non? Ah ouais, t'es très contente, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, ça c'était une collaboration très, très précise sur un sac. Enfin voilà, c'était une collaboration encadrée. Mais tu soulèves un point qui est intéressant, qui est la consommation aussi de vêtements. Parce que forcément, quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, et surtout du contenu mode, il y a un turnover qui est assez important, parce que ton métier aujourd'hui, toi, c'est de proposer des looks différents. Ouais. Est-ce que tu ressens cette pression de la surconsommation ou pas? Écoute, c'est une pression que j'avais beaucoup plus quand j'étais sur YouTube, parce que je faisais des vidéos haul. Et que les vidéos haul, c'est je montre mes nouveaux vêtements. Enfin, c'était le concept, c'est avec ça que j'ai commencé. Ouais. Et c'est ça aussi que mes abonnés me demandaient, c'était vraiment le paradoxe. Et là, il y a une vraie pression, en fait, de surconsommation, de toujours avoir une nouveauté à présenter. Voilà ce qu'il y a dans les magasins. Il faut que l'article soit disponible maintenant. Donc, c'est pas du seconde main, c'est pas une collection. Il y a 3 collections, c'est maintenant disponible. Vous pouvez choper, il y a le lien. Et là, j'avais vraiment cette pression. Et en plus, les marques voient que ça fonctionne, donc ils vont encore plus appuyer sur cette pression, disons. Sur Insta, je ne l'ai plus forcément, et j'en suis très contente. C'est-à-dire que je porte très régulièrement des pièces que je vais reporter. Comme je te dis, j'ai un style qui a évolué et qui est un peu plus minimaliste, donc ça m'aide aussi à avoir ma garde-robe de basique que je réutilise. Tu vois, si tu veux faire un look avec un jean, si tu as un jean sympa, c'est bon. Tu vois, et tu peux le porter de 1001 manières. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à adopter sur les réseaux pour ne pas tomber dans ce côté un peu de surconsommation. Oui, et je pense que c'est important. Et je pense qu'on apprend aussi au fur et à mesure. Et en grandissant aussi, même toi, tu t'apprends avec les commentaires des gens. Enfin, quand c'est bienveillant et que c'est bien amené, tu vois, je pense que c'est important aussi que les gens puissent exprimer leur avis là-dessus. Et que toi, tu puisses derrière réadapter un petit peu ton contenu. Totalement. Et puis même, après, il y a plein de choses à faire, même entre copines. Ça arrive souvent qu'on va s'emprunter une paire de chaussures, un sac pour une photo. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les sacs de la Terre. Si j'ai une copine qui a un choix de sac, je peux lui dire « Ah ouais, j'ai envie de le porter. » Parfois, elle me le prête même pour la soirée. J'ai envie de le porter ce soir, je fais une petite photo avec, et vice-versa. Ou ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça, et ça c'est génial. Ah oui, souvent, quand des marques me le proposent, je préfère. Je vous rends les vêtements après parce que je ne vais pas les garder. Et surtout quand c'est encore plus quand c'est des belles pièces, ça me fait encore plus mal au cœur d'avoir une très belle pièce dans mon dressing que je ne vais plus jamais porter. Oui, parce qu'un truc très couture. Un truc très couture, très fort, tu vas le porter une fois pour une photo. Et puis après, tu vois, c'est... Ouais. Après, il y a des pièces que tu veux garder, c'est sûr. Il y a des pièces de collection. Où tu es attaché, il y a un juste milieu. Je ne dis pas qu'il faut
Je trouve pas que c'est pas tout noir, tout blanc, mais c'est bien de trouver un juste milieu. Et parfois, si tu peux avoir d'autres solutions comme emprunter et pouvoir le redéposer pour que ça ait une deuxième, troisième, 10e vie, c'est quand même mieux. Oui, c'est bien. Et il y a une question, je voudrais qu'on termine là-dessus parce que ça, je l'ai vu un petit peu partout. Il y a un compte Instagram dans ta bio qui est Atelier Melrose. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ce compte est là. Il y a des petites photos qui sont postées quand même très régulièrement. Mais qu'est-ce que ce compte Instagram? Est-ce que c'est le compte Instagram d'une future marque? Est-ce que c'est un futur projet? Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, c'est un compte inspiration où je poste, voilà, comme sur Pinterest, un petit peu mes petits boards. Je voulais me mettre de manière publique. Après, oui, j'aimerais bien lancer une marque. C'est en projet. C'est en projet, c'est pas pour tout de suite là dans l'immédiat, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, notamment avec mon chéri, et qui, j'espère, verra le jour assez rapidement. Pas tout de suite, mais c'est en projet. Et comme je veux faire les choses bien, justement, par rapport à tous les sujets qu'on a parlé, j'ai envie de faire les choses bien. D'accord. Au niveau des matières, au niveau des conditions de travail. Voilà, exactement. Au niveau de tout. Je veux une marque dont je suis fière. Je prends mon temps pour être sûre que le jour où je peux la présenter à mes abonnés, qu'ils en soient aussi fiers que moi. Bah, c'est sûr, j'en suis persuadée. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un gros tour un bon tour de ta vie. Je t'avais prévenu que je parlais beaucoup. Hein. Ah là, je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue. Très bonne cliente, comme on est dans le milieu. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu nommes un influenceur, une influenceuse que tu aimerais bien voir à ta place. Soit un de tes potes, parce que c'est un de tes potes, soit quelqu'un que tu apprécies, que tu connais pas nécessairement, mais tu aimerais bien un petit peu le voir se confier. C'est à toi. Fais-moi une petite passe décisive vers quelqu'un que tu apprécies. Alors, j'aimerais bien voir Chloé B, qui est ma très bonne copine. Eh bien, c'est noté, Mel. Voilà. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Tous les comptes Instagram de Mimi, d'Atelier Melrose, tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Abonnez-vous à la chaîne et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on lira tout, évidemment. On vous fait des très gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao!